Il n'a jamais cherché la gloire, il cherchait la justice. Un garçon issu d'une famille d'immigrants pauvres qui avait perdu son père aux mains d'assassins est devenu l'homme qui a construit l'armée d'un peuple entier à partir de rien. C'est l'histoire de Chaim Laskov, soldat, général et conscience d'Israël. 1919, une petite ville biélorusse, Borisov. C'est ici, dans la famille de Moshe et Ita Laskov, que naît un garçon destiné à entrer dans l'histoire. Mais pour l'instant, personne ne le sait encore. La famille vit comme des millions de familles juives de cette époque, dans un sentiment permanent d'étrangeté, d'inquiétude et de fragilité du lendemain. L'Europe de l'Est n'a jamais été un vrai foyer pour les Juifs. C'était un refuge temporaire qui pouvait à tout moment montrer ses crocs. En 1925, la famille Laskov prend une décision qui va tout changer. Ils partent pour la Palestine. Non pas en quête de richesse, elle n'existait pas. Non pas pour une carrière, l'inconnu les attendait. Ils partaient pour un seul mot que les Juifs prononçaient tout bas, presque en chuchotant, mais qui brûlait en chacun d'eux. Chez eux. Haïfa ne les accueillit pas à bras ouverts. La ville était poussiéreuse, bruyante, polyglotte et absolument indifférente à cette nouvelle famille juive sans ressources. Ils s'installèrent dans l'un des quartiers les plus pauvres. L'argent suffisait à peine à manger. Moshe Laskov travaillait autant qu'il le pouvait. Ita tenait la famille ensemble avec ses dernières forces. Le petit Chaim grandissait dans cette atmosphère où la pauvreté était la norme et où la fierté était la seule chose qu'on ne pouvait pas lui prendre. Il étudiait dans une école technique de Haïfa, absorbait la langue, l'histoire, les idées. Autour de lui se construisait un monde nouveau, le Yishuv, la société juive en Palestine qui chaque jour conquérait son droit à exister. Et l'adolescent sentait ce pouls, anxieux, vivant, exigeant une participation. Mais l'année 1930 divisa sa vie en avant et après. Les troubles arabes déferlèrent sur toute la Palestine en vagues de violence. Haïfa ne fut pas épargné. C'est alors que Moshe Laskov, le père, le soutien de famille, le pilier de la famille, fut tué par des Arabes, simplement parce qu'il était juif, au mauvais endroit, au mauvais moment. Chaim avait 11 ans. Que se passe-t-il avec un garçon qui voit l'injustice lui arracher ce qu'il a de plus cher ? Certains se brisent, d'autres se durcissent. Chaim Laskov choisit la seconde voie, non par cruauté, mais par une compréhension qui vient plus tôt qu'elle ne devrait. Il comprit, la vulnérabilité tue. Pas seulement physiquement, elle tue la dignité, l'avenir, l'espoir. Et il décida que jamais plus, ni lui, ni son peuple, ne seraient sans défense. En 32, à l'âge de 13 ans, il rejoignit la Haganah, non par romantisme, non par soif d'aventure. Il y vint avec une douleur qui n'avait pas encore refroidi, et avec une question qui ne le laissait pas en paix. Comment protéger ce qu'on aime dans un monde où la loi ne fonctionne pas pour son peuple ? Cette question deviendra la question centrale de toute sa vie, et toute sa vie deviendra la réponse à cette question. La Haganah des années 30 n'était pas une armée au sens habituel du terme. C'était une milice semi-clandestine, vivant entre légalité et conspiration, entre espoir et désespoir. Le jeune Chaim Laskov entra dans une organisation qui cherchait encore à se définir, sa tactique, sa philosophie, son âme. Et c'est ici, dans cette indétermination, qu'il rencontra l'homme qui allait changer pour toujours sa conception de la guerre. Ord Wingate était un officier britannique que la Palestine n'aurait pas dû aimer. Chrétien, issu du système colonial, fils d'un monde totalement différent. Mais Wingate était obsédé par la Bible et convaincu que le peuple juif avait droit à sa terre aussi fermement qu'il croyait en ce qui était écrit dans les Saintes Écritures. Il n'était pas venu pour observer, il était venu pour se battre. Et il créa quelque chose qui n'avait pas d'équivalent, les pelotons spéciaux de nuit. De petits groupes rapides et impitoyables composés de soldats britanniques et de combattants juifs de la Haganah, qui sortaient dans l'obscurité et transformaient la nuit d'ennemis en alliés. Laskov rejoignit ces unités en tant que jeune combattant. Ce qu'il y vit et vécut ne se laissait pas décrire avec des mots ordinaires. Wingate n'enseignait pas seulement à se battre, il enseignait à penser sur le champ de bataille, dans l'obscurité, dans la panique,
Dans des conditions où chaque décision coûte une vie, il enseignait à attaquer en premier, à ne pas attendre le coup. Il enseignait que l'initiative n'est pas un privilège, c'est un devoir du commandant. Les entraînements étaient brutaux. Des marches nocturnes dans les collines de Galilée, des embuscades, des frappes rapides contre les positions des bandes arabes qui attaquaient les colonies juives et les oléoducs. C'était une guerre sans règles et sans pitié, parce que l'ennemi n'en connaissait pas non plus. Mais Wingate donnait à Laskoff quelque chose de plus grand que des compétences tactiques. Il lui donnait un système de pensée. Le jeune combattant de Haïfa voyait devant lui un homme qui unissait l'intellect à l'action, la théorie à la pratique, la discipline à l'audace. C'est alors que commença à se former en Laskoff ce type de commandant qu'il deviendrait des années plus tard, exigeant, méticuleux, profondément réfléchi, jamais satisfait d'une solution superficielle. Parallèlement au service de combat, Laskoff assumait une autre mission, tout à fait différente. Il servait de messager personnel auprès de Yaakov Dori, l'un des hommes clés de la Haganah, qui deviendrait par la suite le premier chef d'état-major de l'État d'Israël. Ce n'était pas un simple rôle technique. En étant aux côtés de Dori, le jeune Chaim observait comment les décisions étaient prises au niveau stratégique, comment pense un commandant auquel obéissent des milliers de personnes, quel prix chaque choix exige. C'était une école du commandement qu'aucune université ne dispensait. À la fin des années 30, Laskoff n'était plus l'adolescent que la douleur et la colère avaient conduit à la Haganah. Il était un combattant passé par le feu des opérations nocturnes, ayant absorbé les leçons du meilleur penseur militaire non orthodoxe de son temps et ayant vu de l'intérieur comment fonctionne l'organisation militaire d'un peuple qui n'a pas encore d'État. Il comprenait une chose avec une clarté absolue. La guerre viendrait, non pas parce que son peuple la voulait, mais parce que son peuple n'avait pas le choix. Et à cette guerre, il fallait être prêt comme personne ne l'avait été avant eux. En 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale tenait déjà à travers toute l'Europe, Chaim Laskoff prit une décision qui surprit beaucoup de monde. Il s'engagea volontairement dans l'armée britannique. L'homme qui avait de ses propres mains construit la clandestinité juive revêtit l'uniforme de cette même couronne britannique qui limitait l'immigration juive et fermait les yeux sur la violence. Mais Laskoff voyait plus loin. Là-bas, en Europe, son peuple était exterminé. Et pendant que cela se passait, il ne pouvait pas rester à l'écart. Devant lui, l'Italie. Devant lui, la brigade juive. Et devant lui, une rencontre avec une tragédie d'une ampleur qu'il n'aurait pu imaginer même après la mort de son père. L'Italie n'accueillit pas Chaim Laskoff avec des paysages pittoresques, ni avec le parfum des oliveraies. Elle l'accueillit avec la guerre dans sa manifestation la plus brutale, des tranchées, le feu de l'artillerie, la boue des champs détrempés et les corps d'hommes qui étaient encore en vie la veille. 1944. La brigade juive de l'armée britannique entra en combat dans le nord de l'Italie. Laskoff commandait un bataillon. Commandant, un juif de Haïfa en uniforme britannique menant ses soldats à l'attaque contre l'Allemagne nazie. Mais ce ne fut pas les opérations de combat qui constituèrent le plus grand choc des années italiennes. Le plus grand choc fut ce qu'il vit après que les canons se turent. Quand la guerre en Europe prit fin en 1945, les soldats de la brigade juive se retrouvèrent face à face avec ce que le nazisme avait fait au peuple juif. Les camps, les survivants. Des gens qui ne croyaient plus tout à fait qu'ils étaient vivants. Des squelettes en vêtements rayés qui regardaient les soldats portant l'étoile de David sur la manche avec une expression impossible à oublier. Un mélange d'incrédulité, de soulagement et d'une douleur si profonde qu'elle semblait ne pas tenir dans un corps humain. Laskoff vit tout cela, et quelque chose en lui, en ce combattant déjà endurci, ce commandant, cet homme qui pensait connaître le prix de la souffrance, se brisa et se recomposa en une forme nouvelle. Il pensa à son père, tué dans une rue de Haïfa. Il pensa aux millions tués en Europe, et en lui montait quelque chose pour lequel les règlements n'avaient pas de mots, pas de la haine, quelque chose de plus froid et de plus dur, la conviction que l'impunité est une complicité, que le silence après un crime est la continuation du crime. C'est pourquoi ce qui se passa ensuite
ne surprit pas ceux qui connaissaient Laskov. Avec d'autres vétérans de la brigade juive, il resta en Europe après la fin de la guerre. Et ils commencèrent la chasse. Pas officielle, pas sanctionnée par un quelconque tribunal. Des exécutions extrajudiciaires de criminels de guerre nazis et de leurs collaborateurs, ceux qui avaient organisé, exécuté, aidé, ceux qui, après la victoire des Alliés, s'étaient simplement dissous dans la population civile, avaient changé de document et avaient décidé que tout s'arrangerait. Pour certains d'entre eux, la rencontre avec des hommes en uniforme britannique portant l'étoile de David fut la dernière. Les historiens débattent encore aujourd'hui des détails de ces opérations. Les documents sont presque inexistants. Les noms ne sont pas mentionnés. Mais le fait demeure, Laskov en faisait partie. Et il n'a jamais considéré cela comme un crime. Pour lui, c'était l'accomplissement de cette même loi de justice à laquelle les tribunaux internationaux ne pouvaient ou ne voulaient pas pleinement se conformer. Son peuple avait payé un prix qu'aucun chiffre ne peut mesurer, et il réglait les comptes. Parallèlement se déroulait un autre travail, non moins dangereux, mais différent dans son esprit. L'opération Aliyah-Bet, le transfert clandestin de réfugiés juifs de l'Europe dévastée vers la Palestine. Les autorités britanniques fermaient les frontières, interceptaient les navires, renvoyaient les gens en arrière. Et les soldats de la brigade juive, au risque de leur galon et de leur liberté, organisaient des itinéraires, obtenaient des documents, faisaient passer des centaines et des milliers de personnes qui n'avaient plus ni maison, ni famille, ni passé, seulement le fragile espoir d'un avenir quelque part sur les rives de la Méditerranée. Laskov faisait l'un et l'autre. Le jour, un commandant britannique avec une tenue irréprochable et des ordres précis. La nuit, un homme pour qui l'uniforme n'était qu'une enveloppe et dont la vraie guerre se menait selon les lois de la conscience, non du règlement. Quand il rentra enfin en Palestine, il était déjà un autre homme, non pas brisé, mais refondu. En lui se fondait le chagrin du garçon qui avait perdu son père, la colère du soldat qui avait vu l'Holocauste, et la froide détermination du commandant qui sait, la vraie guerre de son peuple ne fait que commencer. 1948. Les Britanniques quittent la Palestine. L'État d'Israël est proclamé. Et à la même seconde, la guerre. Les armées arabes de plusieurs États marchèrent vers les frontières du jeune pays avec un seul objectif: le détruire avant qu'il ait eu le temps de prendre son premier souffle. Israël n'avait pas d'armée. Il y avait la Haganah, une organisation de combat trempée dans les escarmouches et les opérations clandestines, mais qui n'avait jamais combattu comme des forces armées régulières contre des armées régulières. Pas de règlement, pas de système d'instruction, pas de corps d'officiers au sens plein du terme. Et c'est à ce moment de chaos absolu et de danger mortel, que Chaim Laskov reçut une mission dont dépendait littéralement tout. Il créa les premiers cours d'officiers en temps de guerre de l'histoire d'Israël. À partir de rien, sans programme tout fait, sans manuel, sans suffisamment d'enseignants expérimentés. Il rédigeait lui-même les règlements, s'appuyant sur l'expérience britannique, sur les leçons de Wingate, sur sa propre compréhension de l'armée dont ce peuple et cette terre avaient besoin. Les hommes qui arrivaient à ces cours le matin en simples civils non entraînés repartaient quelques semaines plus tard comme commandants. Ce n'était pas une académie militaire, c'était une forge de survie. Mais Laskov ne se limita pas au rôle d'enseignant. Il forma le premier bataillon blindé d'Israël et le mena personnellement au combat. Latrun, le nom de ce lieu devint synonyme de sang et de ténacité. C'est ici que les forces israéliennes se heurtèrent à maintes reprises aux positions fortifiées jordaniennes qui bloquaient la route vers Jérusalem. Les pertes étaient immenses. La percée n'arrivait pas. Mais chaque attaque était une leçon. Brutale, coûteuse, irremplaçable. Suivirent les opérations d'Ekel et Hiram, les combats pour la Galilée. Laskov commandait déjà une brigade. Il combattait comme Wingate l'avait enseigné, rapidement, de façon inattendue, sans laisser le temps à l'adversaire de reprendre ses esprits. La Galilée fut libérée, Nazareth fut prise, les régions du nord du pays défendues. À la fin de la guerre d'indépendance,
Chaim Laskov n'était plus seulement un commandant de combat, il était un architecte, un homme qui construisait et défendait simultanément, créant les institutions de l'armée d'une main et tenant une arme de l'autre. Israël survécut à cette guerre grâce à beaucoup de personnes, mais le fait que la jeune armée ait eu un système, des règlements, des officiers, des unités blindées, c'est en grande partie son œuvre. 1951, la guerre est derrière, Israël a tenu bon, et c'est précisément à ce moment que se produisit une nomination qui déconcerta beaucoup de monde et fit rire certains. Chaim Laskov, un homme de char, un fantassin, un homme qui n'avait jamais de sa vie tenu un manche à balai d'avion, fut nommé commandant de l'armée de l'air d'Israël. Cette décision semblait paradoxale, mais ceux qui connaissaient vraiment Laskov comprenaient la logique. L'armée de l'air du jeune État n'avait pas besoin d'un pilote à sa tête, elle avait besoin d'un organisateur, d'un homme à la pensée systémique, capable de construire une structure à partir de rien. Et c'est précisément ce que Laskov savait faire mieux que quiconque. Il se mit au travail avec la minutie qui lui était propre. Discipline, subordination, normes claires, tout ce qu'il avait absorbé dans l'armée britannique et affiné pendant les années de la guerre d'indépendance. Sous sa direction, l'armée de l'air commença à se préparer à recevoir les premiers avions à réaction, les chasseurs Météor. L'aviation cessait d'être un outil auxiliaire pour devenir une force stratégique. Mais à l'intérieur de ce général rigide et exigeant vivait un autre homme, un intellectuel à qui il semblait à l'étroit dans le seul cadre de la pratique militaire. En 1953, ayant achevé son commandement de l'armée de l'air, Laskov fit quelque chose qu'aucun général israélien de son niveau n'avait fait avant lui. Il quitta l'armée et partit en Grande-Bretagne pour étudier. Oxford, philosophie, économie, sciences politiques. Un général de combat sur un banc d'étudiants, parmi des jeunes gens pour qui la guerre n'était qu'une notion historique. Que cherchait-il là-bas? Laskov lui-même n'a jamais donné de réponse directe à cette question. Mais les gens qui le connaissaient disaient tous la même chose. Il avait toujours senti que la force sans compréhension est aveugle, qu'un commandant qui ne réfléchit pas à la nature du pouvoir, au sens de l'État, au prix des décisions, est doublement dangereux. Oxford n'était pas pour lui une fuite de l'armée, c'était la continuation du même service, mais par d'autres moyens. En 1955, il revint. Israël l'attendait et le nomma immédiatement chef d'état-major adjoint. Il semblait que la voie vers le sommet était ouverte et directe. Mais c'est là qu'il rencontra un affrontement qui devint l'une des épreuves les plus douloureuses de sa vie. Au sommet se trouvait Moshe Dayan, charismatique, audacieux, chouchou de la presse et des politiciens. Et entre deux hommes forts au caractère et aux conceptions de l'armée absolument différents, un conflit éclata immédiatement. Dayan était un joueur intuitif, Laskov, un homme du système et des principes. Ils ne pouvaient pas coexister dans la même hiérarchie sans se heurter. Dayan remporta cet affrontement d'appareil. Laskov fut rétrogradé, du poste de chef d'état-major adjoint à celui de commandant des forces blindées. Pour un homme avec son palmarès, c'était une humiliation. Mais Laskov ne se brisa pas et ne démissionna pas. Il encaissa le coup et commença à se préparer. Parce qu'il savait ce que savent seulement les gens véritablement forts. Le temps remet toujours chaque chose à sa place. 1956, la campagne du Sinaï. Israël frappe l'Égypte en alliance avec la Grande-Bretagne et la France. Laskov commande la 77e division sur le front nord, la bande de Gaza, Rafah, El Arish. C'est ici, dans le sable brûlant du Sinaï, qu'il eut l'occasion de répondre à tous les sceptiques, et avant tout, à un homme du nom de Moshe Dayan. La division de Laskov agissait exactement comme il avait toujours enseigné à combattre, rapidement, durement, sans piétiner sur place. Des positions stratégiquement importantes furent prises dans des délais que l'état-major n'avait pas anticipés. Mais la guerre lui réserva aussi une épreuve personnelle. Asaf Simoni, commandant du district sud, mourut dans un accident d'avion au beau milieu de la campagne. Et Laskov prit immédiatement son commandement, sans pause, sans hésitation,
Il mena l'opération à son terme et organisa le retrait des troupes israéliennes du Sinaï sous pression internationale, une tâche logistique des plus complexes qui exigeait autant de maîtrise que l'offensive. La campagne du Sinaï clôtura toutes les questions sur ses compétences professionnelles. Et en 1958, se produisit ce qui avait semblé impossible quelques années auparavant. Chaim Laskov fut nommé chef d'état-major d'Israël, à la place de Moshe Dayan. L'homme que Dayan avait humilié par une rétrogradation occupait maintenant son fauteuil. Une revanche par un service irréprochable, sans intrigue, sans accusation publique, uniquement par le travail. Le contexte de la nomination était préoccupant. L'Égypte et la Syrie s'étaient unies dans la République arabe unie. La menace aux frontières grandissait. Et le nouveau chef d'état-major se retrouva dès les premiers jours au cœur des crises. Des échanges de tirs avec la Syrie près de la mer de Galilée, des tensions incessantes au nord du pays. Laskov répondait par des frappes précises, calculées, sans escalade pour l'escalade. Il se souvenait toujours que la force est un outil, non une fin en soi. 1959, 1er avril. Partout en Israël, la radio diffuse d'étranges signaux codés. Parmi eux, la phrase « oiseau aquatique ». C'était le signal d'une mobilisation secrète d'entraînement des réservistes. L'opération reçut le nom de « Nuit des canards ». Personne n'avait prévenu la population. Personne n'avait prévenu les États arabes voisins. Le pays sombra dans la panique. Les armées d'Égypte, de Syrie et de Jordanie furent mises en état d'alerte de combat. Le monde se retrouva au bord de la guerre, à cause d'un exercice. Le scandale fut considérable. La commission d'enquête identifia les responsables. 2 généraux présentèrent leur démission. Laskov encaissa le coup en tant que commandant, bien qu'il ne portât pas de responsabilité directe dans l'échec. C'était son style, ne pas se cacher derrière ses subordonnés, ne pas rejeter la responsabilité sur les autres. Mais le préjudice réputationnel était réel, et ses ennemis ne tardèrent pas à en profiter. Mais la véritable épreuve fut la crise de Rotem. L'Égypte avait secrètement déployé d'importantes forces vers la frontière sud d'Israël, là où Tsahal n'avait pratiquement aucune troupe. Israël se retrouva vulnérable comme il ne l'avait pas été depuis la guerre d'indépendance. Laskov appellera par la suite ce moment le plus dramatique de tout son commandement. Des jours de tension, un redéploiement d'urgence des forces, des pressions diplomatiques, et enfin les troupes égyptiennes commencèrent à se retirer. La catastrophe fut évitée, mais la leçon se révéla brutale. En 1961, Laskov présenta sa démission. Calmement, sans déclaration fracassante. Durant les années de son commandement, Israël reçut son premier sous-marin et des chasseurs à réaction super mystère. L'armée était devenue autre, plus professionnelle, plus systémique. Tel était son héritage, silencieux et fondamental. La retraite pour la plupart des généraux, c'est une fin. Pour Chaim Laskov, elle fut le début d'une autre guerre, silencieuse, sans médaille ni défilé, mais non moins importante. Le port d'Ashdod, le médiateur, la commission Agranat. Il ne s'autorisa jamais à simplement se reposer. Mais les années faisaient leur œuvre, et à un moment donné, même l'homme le plus inflexible commence à ralentir. Laskov passa ses dernières années dans la tranquillité, un petit appartement, des livres, de rares rencontres avec de vieux compagnons. Il n'avait jamais aimé le bruit autour de son nom. Il n'accordait pas de grandes interviews, n'écrivait pas de mémoires pour la gloire. Ceux qui lui rendaient visite en ces années se souvenaient d'un homme à l'esprit absolument clair, vif, ironique, toujours capable de parler des heures de stratégie militaire ou de philosophie antique avec le même enthousiasme. Il s'était adouci, non dans ses jugements, mais dans sa manière. Comme si les décennies vécues lui avaient donné ce qu'aucun livre ne pouvait donner, la paix intérieure. Le 8 décembre 1982, Chaim Laskov s'éteignit. Il avait 63 ans. Pour un homme qui avait vécu une telle vie, cela semblait injustement peu.
Les funérailles furent simples, exactement telles qu'il les aurait lui-même voulues, sans pompe, sans grand discours du haut d'une tribune, sans orchestre militaire. Le cercueil fut porté par des gens qui le connaissaient non par son titre, mais par ses actes. On dit que ce jour-là, le ciel au-dessus d'Israël était d'une pureté saisissante, comme si même la nature lui rendait les honneurs à sa façon. Des centaines de personnes vinrent, des généraux et de simples soldats, des officiers dont les pères avaient étudié dans les premiers cours qu'ils avaient créés dans le feu de 48, des dockers du port d'Ashdod. Les gens se tenaient en silence, parce que les mots en de tels moments semblent insuffisants. Israël leur accompagna avec douleur et fierté. Des rues dans les villes, une base militaire et une école des officiers portant son nom, tout cela n'est pas seulement un hommage à la mémoire, c'est une reconnaissance. La reconnaissance que sans cet homme, le pays aurait été différent. Il arriva dans ce monde fils d'une famille pauvre d'immigrants, perdit son père à 11 ans et au lieu de se briser, choisit une voie où les mots ne signifiaient rien et les actes signifiaient tout. Il combattit dans les pelotons nocturnes de Wingate quand l'État n'existait pas encore. Il construisit la première armée d'Israël à main nue, rédigeait les règlements, créait les cours d'officiers, menait au combat les premiers chars. Il commanda l'aviation sans être pilote. Il s'éleva après l'humiliation et prit la place de celui qui l'avait humilié, non par vengeance, mais parce que l'histoire en avait décidé ainsi. Il défendait les frontières et défendait les droits des simples soldats avec la même sérieux. Il ne fut jamais malhonnête, ni face à l'ennemi, ni face à sa hiérarchie, ni face à lui-même. Chaim Laskov ne cherchait pas de monument. Il faisait simplement ce qu'il jugeait juste, chaque jour, à chaque poste, en toutes circonstances. Et aujourd'hui, quand un jeune officier israélien prête serment sur la base qui porte son nom, dans ses mots vit aussi sa voix. La voix du garçon de Haïfa qui décida un jour que son peuple ne serait plus jamais sans défense. Il tint cette promesse. Merci à toi, Chaim.